Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Payer en un clic depuis son téléphone, souscrire à une assurance sans se déplacer, recevoir une alerte fraude en temps réel. En France hexagonale, 15% des paiements en magasin passent déjà par le mobile et les fraudes par manipulation ont atteint 380 millions d'euros en 2024. Pendant ce temps-là, la Martinique accueille la 5G, poursuit son déploiement très haut débit et nos banques, comme nos assureurs, doivent s'adapter à des réalités bien spécifiques, l'éloignement, les risques climatiques, un tissu de TPE, PME et des clients qui veulent à la fois le digital et la proximité. Alors concrètement, où en sommes-nous? Les innovations qui transforment la banque et l'assurance dans l'Hexagone sont-elles arrivées jusqu'à nous? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour vous, particuliers comme professionnels? Ce soir, deux experts de terrain nous éclairent. Stéphane Timbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional Martinique-Guyane de la BRED Banque Populaire. Et Thierry Coat, bonsoir. Bonsoir. Directeur général d'Assurance Outre-mer. Comment les banques et assurances continuent-elles d'innover en Martinique? Terre d'innovation, c'est parti. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Anil. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quelques mots ce que représente votre établissement en Martinique et puis, je crois, aussi en Guyane? Très bien, effectivement. Donc, Stéphane Timbert, donc, directeur régional de la BRED Banque Populaire Martinique et Guyane. Donc, je couvre ces deux territoires. C'est un peu plus de 300 collaborateurs, répartis 2 tiers en Martinique et 1 tiers en Guyane. On couvre l'ensemble des marchés, donc particuliers, professionnels, associations et entreprises. Et notre rôle est d'accompagner le développement du territoire sous toutes ses formes, bien évidemment par le crédit, on en parlera tout à l'heure, mais aussi par l'assistance, l'aide, le conseil et l'éducation financière. Très bien, Thierry, vous imaginez, même question pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire ce qui fait la singularité de votre entreprise dans le paysage de l'assurance aux Antilles-Guyane? Oui, bonsoir Manuel. On a été créé à peu près à plus d'une trentaine d'années. Nous sommes une société d'assurance mutuelle, donc à forme mutuelle, sans actionnaire, mais avec une assemblée générale et un conseil d'administration. Nous intervenons effectivement sur différents types d'assurances, assurance du particulier et aussi assurance des entreprises. Donc voilà, ensuite nous sommes installés sur la Martinique et la Guadeloupe principalement et on intervient sur différents territoires. Moi je suis le directeur général avec une équipe d'une 50aine de personnes et donc voilà. Parfait. Alors Stéphane, si on se met à la place d'un client martiniquais, qu'est-ce qui a le plus changé dans sa relation avec sa banque sur les 3 dernières années? Alors moi je pense au paiement mobile, au virement instantané, aux prises de rendez-vous, mais il y a peut-être d'autres éléments. Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que beaucoup de banques, de manière générale, des banques nationales, principalement, sont plutôt en train de restreindre leur réseau bancaire physique traditionnel. Nous, on a fait le parti pris de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on a offert à la fois du digital à nos clients à travers effectivement des applications téléphoniques de dernière génération. On est dans les meilleurs standards du marché aujourd'hui en termes d'applicatifs. La possibilité effectivement de faire des virements instantanés, de valider des opérations directement en ligne, de procéder à de la signature électronique et puis plein d'autres nouveautés qui vont arriver très prochainement. Et en parallèle, en complémentarité, on a gardé et conservé, voire développé un réseau physique d'agences. En l'occurrence, par exemple, on a ouvert une nouvelle agence à Casse-Pilote l'année dernière, en 2025. C'est tout récent. Il manquait une agence de proximité entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Casse-Pilote étant une ville en développement, un peu plus de 4500 habitants. Et donc, il était évident d'avoir un lieu de rencontre physique pour permettre aux clients qu'ils souhaitent soit se diriger vers leur applicatif pour gérer de manière autonome leur gestion bancaire, soit aller physiquement rencontrer leur conseiller pour obtenir du conseil. Très bien. Thierry, côté assurance, est-ce que le parcours client a aussi évolué? Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'un Martiniquais ou un Guadeloupéen peut souscrire un contrat
déclarer un sinistre, par exemple, ou suivre son dossier entièrement en ligne? Est-ce qu'on y est déjà? Alors, pour répondre de façon très pragmatique, aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire. On a choisi de ne pas le faire, la souscription de contrat en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on préfère analyser le risque. Nous sommes une assurance de proximité. Donc, en fait, on préfère analyser le risque, aller en proximité avec le client. Et pour les entreprises, on se déplace pour chaque souscription directement chez le client pour pouvoir mieux appréhender et cerner son risque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que oui, effectivement, une fois que le contrat a été souscrit, là, il peut suivre ses sinistres en ligne via notamment un extranet client que nous avons mis en place dernièrement, et aussi, il pouvait le suivre en ligne aussi par une relation téléphonique. Et ensuite, il peut déclarer, donc ça c'est depuis pas mal de temps, il peut déclarer ses sinistres en ligne. Donc il peut mener un certain nombre d'opérations en ligne via notamment l'extranet client. Alors, j'avais oublié de se préciser quand même que nous avions comme spécificité d'avoir été créés aux Antilles, avec l'ensemble des compétences assurantielles qui étaient localisées effectivement aux Antilles. Ça apporte une grosse valeur ajoutée, ça intègre aussi des compétences à forte valeur ajoutée dans notre structure. Très bien. Alors Stéphane, vous parliez de proximité, notamment avec les agences et notamment la nouvelle ACAS Pilote, mais on entend aussi beaucoup parler d'autonomie du client grâce au digital, gérer ses plafonds, ajouter un bénéficiaire, bloquer sa carte. Mais est-ce que tous les clients suivent? Et puis du coup, si un client ne suit pas, comment il est accompagné aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, c'est exactement la force de la BRED Banque Populaire. C'est d'avoir une vraie offre, ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire de proposer plusieurs canaux de communication auprès des clients. On est sur un territoire avec une démographie compliquée, avec un vieillissement de la population. Et donc, ce sont des personnes, ce sont des clients à qui on doit s'adresser et qu'on ne doit pas oublier. Et donc, on souhaite vraiment et vivement conserver les deux. Comme je le disais tout à l'heure, avoir une offre digitale pour ceux qui sont autonomes et qui souhaitent rester autonomes, et puis une offre physique pour les personnes qui ne souhaitent pas du digital, qui ont besoin de conseils, de personnalisation et d'humain, tout simplement. Alors Thierry, on va parler de relations. On sent quand vous parlez qu'il y a de l'innovation, mais que la relation humaine reste importante. Vous revendiquez d'ailleurs comme un assureur de proximité. C'est quoi l'avantage concret pour vous, finalement, d'être proche des clients par rapport peut-être à un assureur où les décisions se prennent à Paris? L'avantage concret, c'est de pouvoir justement piloter toutes les décisions et aussi d'avoir un métier qui a une profondeur assez importante, puisqu'en fait, on va jusqu'à, je dirais, on analyse, on crée les produits, on les conçoit, etc. Et on suit le pilotage des produits. Et aussi, en termes de réglementation, on apporte une valeur un peu spécifique à cette réglementation. La proximité, pour le client, en tout cas, c'est justement le conseil qu'on apporte, le relationnel. Notre berceau, c'est aux Antilles. Donc, en fait, on y est très attaché. Et donc, effectivement, c'est le relationnel, le suivi. Et aussi, je dirais, pour les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, c'est la visite de l'entreprise. Et ça permet au chef d'entreprise d'avoir une appréciation globale de tous ces risques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que nous soyons très attachés à ces territoires fait que nous cherchons absolument à apporter une réponse à tous les risques assurantiels ce sont des territoires assez exposés. Et donc, on essaie de trouver une parade, une façon de trouver une approche, quelque chose d'adapté. Stéphane, vous disiez que vous avez créé une agence alors que dans le secteur, on est plutôt à la réduction d'agences physiques. C'est quoi l'agence en 2026, l'agence bancaire? Est-ce que c'est un lieu de conseil, c'est un lieu d'accompagnement, c'est un lieu d'éducation financière? Est-ce que l'agence aussi évolue au fil du temps? Tout à fait. Il y a moins de transactionnels dans une agence aujourd'hui, voire quasiment plus. Et c'est un résumé des trois, c'est-à-dire c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de conseil, c'est un lieu de pédagogie et c'est un lieu d'éducation financière. Aujourd'hui, la partie financière, la partie bancaire ne s'apprend pas à l'école. Et donc, il faut avoir de la présence physique, de la relation humaine pour pouvoir expliquer, faire comprendre qu'il vaut mieux épargner pour des besoins futurs plutôt que se retrouver à découvert et en difficulté financière. Donc ça, on a un vrai rôle sociétal sur le territoire. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et on ne va pas y déroger. Alors, je voulais maintenant rentrer dans le sujet sur un peu là où on vous attend, hein, les banques et les assurances. Alors, pour le coup, les banques, c'est notamment pour le financement et le financement des entreprises. Aujourd'hui, on en est où en Martinique? On emploie le mot d'encours de crédit.
il est de 8 milliards. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente? Et puis, en quoi une banque peut encore innover sur ces aspects, répondre aux besoins très, très concrets des entreprises locales en termes de montage et puis de délai aussi? Ouais, c'est un vrai sacerdoce de gérer l'humain, l'IT et la dématérialisation. Donc il faut trouver les bons leviers. Pour répondre à votre question, l'encours de crédit, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement le poids de la dette que l'on porte en tant qu'établissement financier. Je rappelle que le crédit est là pour financer l'activité sur le territoire. Donc, Très bien. que ce soit les particuliers, les professionnels ou les entreprises, on est là pour financer l'activité. Aujourd'hui, l'encours de crédit de la BRED Martinique, c'est un peu plus de 2,5 milliards et c'est en croissance de 3% chaque année. Donc ça veut dire qu'on continue à croire au territoire et on continue à investir sur le territoire. Alors forcément, il y a des cycles plus ou moins difficiles. On a connu la crise sociale en septembre 2024. Auparavant, il y avait la crise Covid. Donc il y a forcément des cycles un peu plus compliqués que d'autres. Pour autant, on n'a pas réduit la voilure et on a toujours accompagné nos clients de la meilleure des manières. Alors, au niveau des banques, vous avez ce rôle de financement, mais vous avez aussi un rôle d'éducation financière, de soutien à l'entrepreneuriat, d'insertion des talents. Alors, je sais qu'au niveau de la BRED, vous avez des initiatives à ce niveau. Est-ce qu'il y a un exemple Tout à fait. que vous aimeriez partager? On a un rôle sociétal, je le disais tout à l'heure. On a un ancrage territorial très important. On doit rendre aussi au territoire ce que le territoire nous rend. Et donc, c'est pour nous extrêmement important. Et ce n'est pas de la communication, c'est du concret. Je vais vous donner quelques exemples de manière très concrète. On parlait d'éducation financière, on l'a traduit en signant un partenariat avec le RSMA. L'objectif étant d'aider ces 450 jeunes qui passent entre les mains du RSMA, l'école de la deuxième chance, le jour où ils sortent de cette formation, ils ont souvent un emploi à la clé. Ils ont une très belle formation, ils ont un emploi à la clé, ils ont passé le permis grâce au RSMA, et malheureusement, ils sortent de là et il n'y a pas grand-chose. Et pour éviter qu'ils se retrouvent en difficulté financière, interdits bancaires et autres, nous, on est là pour les accompagner. On n'a rien à vendre, juste du conseil, du temps homme que l'on met à disposition du RSMA pour leur expliquer comment gérer un budget, comment on gère des revenus, c'est quoi les dépenses, comment on épargne, comment on gère l'utilisation d'une carte bancaire et d'un compte courant. C'est des choses simples, basiques, mais qui servent pour ces jeunes-là pour rentrer dans la vie active post-formation. Alors, vous, Thierry, au niveau d'Assurance Outre-mer, je crois que vous avez investi dans ce qu'on appelle le RSE. Quelle est, vous, votre définition de cette responsabilité sociale des entreprises et quelles actions peuvent en découler? Alors, il y a, je dirais, une réponse déjà qui est un peu réglementaire, c'est-à-dire que, par exemple, une assurance, elle gère une certaine trésorerie, puisqu'en fait, elle débourse à l'occasion de sinistres, et sinon, elle grange des cotisations. Donc là, effectivement, il y a l'orientation des placements. L'orientation des placements via des placements, ce qu'on appelle entre guillemets verts. Donc ça, c'est une première approche, mais elle est un peu théorique pour un territoire. Mais ça permet effectivement de ne pas s'orienter vers Total ou les entreprises pétrolières, etc. Donc vous allez choisir les entreprises dans lesquelles vous investissez, c'est ça. Et puis le deuxième point, c'est une approche un peu plus concrète. Ça, on l'a voulu, parce qu'on l'a créé dans notre territoire. On l'a initié en 2024 à peu près. Et donc là, ça a été d'abord la mise en place d'une organisation avec un comité de pilotage et une team CRSE qui est composée de 5 salariés volontaires. Et ensuite, elle a mené des actions. Donc ça a commencé d'abord, c'est la politique des petits pas. On a commencé par des actions un peu concrètes auprès des salariés. Donc c'est la partie sociale. Des actions aussi de recyclage et de collaboration avec des associations. C'est un peu le début en fait du sociétal, et c'est surtout cela en fait qu'on a commencé à faire. Donc par exemple collecte de vêtements, recyclage, un certain nombre de choses, et aussi auprès des salariés, c'est mener, enfin là ça va être lancé, c'est une QVT, donc une enquête QVT pour pouvoir mieux orienter nos actions dans le futur. Donc la QVT, je rappelle, la qualité de vie au travail, effectivement. Oui. Et puis c'est aussi une sensibilisation au RSE et aussi une charte. Par exemple, une charte, ça se traduit par une charte qui vise à améliorer nos relations en interne, une charte de vivre ensemble, par exemple. Et donc ça, ce sont des actions qui sont menées en parallèle, et il y a aussi un projet, un plan d'action qui va s'intensifier et qui va notamment impliquer, je dirais, la bonne volonté des collaborateurs pour qu'ils aient un impact sur la société à travers des actions associatives. Alors, je le disais en introduction, le digital, c'est beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi des risques. Au-delà de ces risques liés au digital, il y a des risques liés au territoire aussi, notamment les risques climatiques. Peut-être déjà sur les risques de fraude, Stéphane, je le disais en introduction, elles ont été multipliées, elles ont vraiment explosé. Qu'en est-il
en Martinique, est-ce que c'est le même constat et comment vous faites pour sensibiliser vos clients? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une doctrine qui a été validée pour vous? Alors oui, malheureusement, on est aussi beaucoup impacté par ces risques de fraude. Il y a tout type de fraude, hein. Les réseaux sociaux ne nous y aident pas parce que beaucoup de choses sont répandues sur les réseaux sociaux pour justement inciter certains clients fragiles à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, des opérations qu'ils ne devraient pas faire, en pensant gagner de l'argent facilement. Il n'y a pas d'argent facile. La doctrine qu'on pousse auprès des équipes et que les équipes portent, et je les en remercie vivement parce qu'elles font un travail incroyable, bah c'est de l'information, c'est du conseil, c'est d'expliquer aux clients qu'en aucun cas, une banque ne demandera un code ou un mot de passe à usage unique par téléphone. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Très bien. Donc vigilance renforcée, et puis grâce aussi aux applicatifs, et ben, en fait, on met des messages d'alerte, de vigilance pour que les clients soient, lorsqu'ils se connectent, soient sensibilisés. Alors Thierry, côté assurance, la fraude existe, mais peut-être dans l'autre sens, faux sinistres notamment, usurpation d'identité. Comment un assureur de taille régionale se protège et puis protège ses sociétaires contre ces dérives? C'est à peu près 900 millions d'euros, la fraude, et encore en sous-estimation, puisqu'en fait, c'est des milliards, c'est estimé à des milliards, mais c'est 900 millions connus, je dirais, un peu par les gens du secteur. Nous, en approche société impôt, je dirais que nous sommes une mutuelle. Donc, en fait, c'est vrai que la mutuelle est censée protéger aussi ses sociétaires du comportement un peu déviant de certains. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, nous, on a mis en place des outils de surveillance en interne. Donc, surveillance, par exemple, sur certains événements assurantiels. Je donne un exemple, c'est à proximité d'un sinistre par rapport à une souscription. Et on a défini un certain nombre de cas, effectivement, que nous surveillons en permanence. Et puis, il y a aussi, effectivement, les fameuses fraudes qui permettent, en fait, du blanchiment d'argent, etc. Et là, nous avons fait appel, je dirais, à des structures partenaires, de start-up, en fait, qui interviennent et qui nous aident à mettre en place des outils un peu plus technologiques pour scanner le portefeuille, pour analyser, effectivement, à travers, et aussi l'historique de certains clients, et aussi empêcher la réalisation de certains actes assurantiels. Quelqu'un qui est dans une liste noire, entre guillemets, quelqu'un ne veut pas être indemnisé par un sinistre, etc. Ça concerne tous. On a sensibilisé nos salariés par rapport à ça. On a sensibilisé aussi des partenaires proches et on continue de sensibiliser en permanence. Voilà. Alors, il y a un sujet qui m'intéresse forcément, puisqu'en Martinique, on vit avec le risque cyclonique, le risque sismique, le risque d'innovation. Je lisais que France Assureur évalue les événements naturels autour de 5 milliards d'euros en 2025 au niveau national. Comment un assureur comme vous innove pour maintenir l'assurabilité sur un territoire aussi exposé que le nôtre? Maintenir l'assurabilité, c'est quoi? C'est aussi ne pas avoir trop de pertes. Donc, ça veut dire une surveillance du portefeuille, une sélection des risques. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones, effectivement, qui restent inassurables, où là, il y a une sensibilisation qui est faite. Donc, là, je parle de prévention, dans ce cas-là, et ça permet de maintenir l'assurabilité aussi. Donc, prévenir, aider les entreprises, en tout cas, à assurer une meilleure prévention, dans la protection de leurs locaux, dans l'anticipation, dans la mise en place, en fait, je dirais, d'outils de protection financière. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi, je dirais, comment dire, donc je parlais de prévention, mais l'assurabilité intervient aussi par la réassurance. Donc là, c'est une forme d'innovation, puisqu'en fait, nous sommes en relation directe avec la réassurance, ce sont des institutions financières qui couvrent aussi les assureurs, qui couvrent les assureurs de toute taille. Et donc là, comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que s'il y a un sinistre extrême, le réassureur, à partir d'un certain seuil, prend le relais. C'est une institution financière qui fait des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires et intervient sur le monde entier et essaye de mutualiser ces risques au niveau des différents secteurs, différents pays et différents secteurs d'activité. Donc nous, au niveau de la réassurance, on a bien sûr des réassureurs privés et le réassureur d'État, CCR, qui intervient. Et donc nous avons des négociations, c'est une forme d'innovation parce que c'est une négociation pour ajuster le programme au plus près de ce que nous vivons. Mais on met en place aussi on a réfléchi, on a mis en place des réassureurs, de la réassurance un peu spécifique, qui intervient non pas de façon sur des programmes classiques, mais qui intervient aussi en fonction de l'intensité des événements et en fonction justement de la proximité de passage des événements, s'il s'agit de cyclones, par rapport à nos territoires. On parle d'assurance paramétrique, etc. Donc voilà, ça c'est une forme d'innovation, mais le gros enjeu de notre territoire, c'est la sous-assurance, où là,
On n'a pas encore réussi totalement, mais là, c'est de façon collective, mais on y travaille, et à sensibiliser nos populations pour augmenter le taux d'assurance, parce qu'on a... Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des particuliers comme des entreprises qui ne sont pas suffisamment assurés par rapport aux risques naturels, alors que nous sommes à la croisée de plusieurs risques naturels. Et donc en cas de sinistre, poker, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un coup de poker. Très bien. Alors, le temps file. Je voulais quand même évoquer avec vous une thématique qu'on évoque toujours dans cette émission, c'est notamment l'intelligence artificielle. Je sais, Thierry, que vous avez plein de projets, alors pas forcément des projets liés à cela, mais pour vous, est-ce que vous voyez l'innovation digitale comme quelque chose qui transforme aussi votre entreprise de l'intérieur? La principale marge de progression pour nous, en fait, c'est l'amélioration de nos process en interne. D'accord. Et donc, effectivement, là, l'automatisation, les analyses de données un peu automatisées et, je dirais, accélérées, permettent d'améliorer, je dirais, nos process. Pourquoi? En finalité, pour mieux servir les clients et pour apporter une réponse beaucoup plus rapide aux clients. La marge de progression est infinie. C'est pour ça que nous travaillons et nous y croyons. Et nous avons identifié plusieurs cas d'usage. On a déjà déployé un et il y en a d'autres que nous espérons déployer en 2026. Stéphane, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est déployée dans les banques depuis très longtemps, notamment pour la détection de fraude, le scoring ou la relation client. Est-ce que du coup, on en bénéficie naturellement quand on est en Martinique, quand on est client en Martinique? Alors que vous soyez en Martinique ou en Hexagone, c'est la même chose, c'est les mêmes outils, c'est la même informatique. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de le souligner. À l'instar de Thierry, l'IA aujourd'hui, effectivement, ne se voit pas encore dans l'approche client. C'est ça. Par contre, dans le parcours client, aujourd'hui, ça nous a considérablement fait avancer les choses. Vous parliez tout à l'heure de dossiers de crédit, de potentielle lenteur dans le montage des dossiers, dans l'octroi de crédit. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller chercher des informations plus rapidement, de faciliter la vie du conseiller pour lui permettre de se concentrer sur de la valeur ajoutée et sur du conseil. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est que l'IA, aujourd'hui, nous permet aussi d'avoir du self-care pour nos clients. Donc ça, c'est l'innovation à destination du client. Donc ça, c'est tangible, c'est concret. Donc en gros, c'est un outil qui aide le client sans avoir besoin de... Exactement. On prend un exemple très simple. On vient de sortir il y a quelques temps le self-care sur le crédit conso. Un client, via son application Bread Connect, peut dorénavant, en l'espace de 3 minutes, grâce à l'IA, justement, avoir un accord. Je ne parle pas de simulation, je parle d'accord de crédit jusqu'à 50 000 € en crédit conso. Donc, avec un algorithme, avec l'IA, avec toutes les données. Et ça permet de faciliter la vie du client final. Alors, dernière question, je vais vous demander 20 secondes. Pour vous, Thierry, c'est quoi l'innovation que vous voyez arriver dans l'assurance, peut-être dans les 5 prochaines années, peut-être en Martinique? C'est difficile à dire, parce qu'il faut faire une projection sur 5 ans, mais on ne connaît pas comment on va réussir ce moment. Peut-être des outils qui nous permettent de détecter un peu les signaux faibles de la société, de l'évolution de la société. On a plusieurs enjeux là, et pour moi, la principale innovation, pour l'instant, par rapport aux problématiques qui nous concernent, c'est lutter contre le vieillissement de la population et la sous-assurance. Donc, je n'ai pas apporté une réponse claire, mais j'apporte une réponse, enfin, des choses qui devraient répondre, des éléments qui devraient répondre, apporter des réponses à cette problématique. Très bien, Stéphane. Et nous concernant à la Bread, ça va être de rapprocher de plus en plus vers les banques, le standard des banques en ligne sur les ouvertures de compte, que ce soit pour les particuliers et les professionnels, d'avoir quelque chose de rapide, efficace et de ne pas attendre quelques jours, voire quelques semaines pour avoir un RIB. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités du jour. Stéphane Timbert, merci, directeur régional Martinique-Guyane, Bread Banque Populaire, et Thierry Coat, directeur général Assurance Outre-mer. Place à la masterclass. Allez, je prends 2 minutes pour vous présenter les 4 applications et les 4 services que j'utilise le plus qui embarquent de l'intelligence artificielle. Le premier service, c'est le Plod. Le Plod, c'est un petit outil qui permet d'enregistrer vos réunions physiques ou vos réunions téléphoniques. Vous allez pouvoir coller du coup votre Plod sur votre téléphone et enregistrer vos réunions téléphoniques. L'avantage, c'est que vous allez avoir du coup une transcription de ce que vous avez dit en réunion physique ou en réunion téléphonique et également en visio. Voilà, donc là, je vous présente sur mon ordinateur le Plod que vous pouvez acheter, qui a un coût quand même, mais qui est utile tous les jours. Autre application que j'aime beaucoup,
j'en avais déjà parlé, mais je vous en reparle aujourd'hui, c'est Whisperflow. Whisperflow, c'est une application que vous allez installer soit sur votre téléphone ou soit sur votre ordinateur. Et ce que j'aime avec Whisperflow, c'est que vous allez pouvoir dicter tout ce que vous voulez. Vous allez utiliser votre voix et simplement appuyer sur un outil, donc un bouton, pardon, sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et vous allez pouvoir dicter et automatiquement, ce que vous dites va être mis en forme. Il y a une IA qui va comprendre quand vous avez une liste à puces, quand vous posez une question, etc. Et donc, moi, je gagne énormément de temps pour la rédaction de documents, mais aussi pour échanger, notamment avec des outils d'intelligence artificielle où je vais plutôt être dans le fait de dicter plutôt que d'écrire. Voilà. Donc là aussi, il y a un coût autour de 8-10 euros par mois. Sinon, vous pouvez avoir l'application gratuite, mais vous êtes limité au niveau de l'usage. Autre application dont je vous ai souvent parlé, et je vais encore vous en reparler, c'est Notebook LM. Moi, j'aime beaucoup cette application pour pouvoir charger des documents, charger des sites web et avoir une analyse très détaillée des informations. Ce qui est bien, c'est que c'est un cercle fermé. Si vous voulez comprendre une thèse, si vous voulez comprendre énormément de choses, des vidéos sur YouTube qui durent 2 heures, 3 heures et que vous voulez tout comprendre de façon synthétique, cet outil est vraiment génial. Il va vous permettre d'avoir des audios, des petits podcasts, des vidéos, des infographies, même des quiz pour être sûr que vous avez bien compris l'enjeu. Et puis, dernière application que j'utilise tous les jours, c'est Claude. Alors, Claude a remplacé pour moi ChatGPT que j'utilisais avant. Alors, on voit des fois c'est Claude, des fois c'est Gemini, des fois c'est ChatGPT, des fois c'est Mistral, des fois c'est Copilot. Moi, en ce moment, c'est Claude. Et pourquoi Claude? Parce que c'est une application qui me permet d'avoir 3 finalement usages. Alors, un usage basique que vous avez tous, qui est le chat, et puis un usage avec Claude Code et Claude Cowork, qui sont un peu des assistants au quotidien d'un professionnel du travail. Et c'est vraiment très puissant pour vous aider à éditer des documents, gérer des projets avec vraiment des actions sur vos fichiers, sur votre ordinateur, etc. Et c'est vraiment incroyable. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.